Bonjour, je m'appelle Louis Edelin, j'ai 57 ans depuis le mois de juin. Je joue au billard depuis l'âge de 14-15 ans. Je suis marié depuis une quinzaine d'années maintenant. Et voilà, je continue. J'ai travaillé un petit peu à la fédération pendant une vingtaine d'années, on va dire. Maintenant, je suis à la retraite et je continue à jouer au billard, un petit peu en compétition et surtout à l'entraînement où je garde encore du plaisir pour jouer. Donc, j'ai découvert le billard avec mon père en étant en vacances. Mes parents avaient un voilier et ils avaient décidé de contourner l'Espagne et puis le Portugal pour aller en Méditerranée. Et en fait, j'ai commencé à jouer au billard les premières fois en Espagne, accompagné de mon père, où il y avait pas mal de salles de billard commerciales qui, euh, qui était assez facile à trouver à l'époque dans les petits ports où on séjournait la nuit. Voilà, et j'ai commencé à jouer comme ça avec mon père, qui lui avait joué dans sa jeunesse, bon, dans les cafés, puisqu'à l'époque le billard se jouait principalement dans les cafés. Donc voilà comment que j'ai commencé à jouer, et puis de fil en aiguille, je m'y suis intéressé davantage avec un concours de circonstances familial assez particulier. J'ai pas une jeunesse atypique dans le sens où j'ai été très peu à l'école. Bizarrement, mon père était polytechnicien et en fait, ses enfants, moi comme mon frère, on n'a pas été beaucoup à l'école. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, voilà, bah, le billard a été une bonne occasion pour moi de me divertir un petit peu, de trouver autre chose et de sortir un petit peu du contexte familial. Et puis petit à petit, j'y ai pris goût et puis j'ai réussi à travailler au départ un peu difficilement, mais dans le milieu. Voilà. Alors, on était en vacances, mes parents avaient un voilier. Moi, je suis breton. Je suis breton, mes parents ont acheté un voilier dans les années 60, fait construire un voilier en bois, sur lequel on passait nos vacances. Donc on allait en Angleterre, on allait dans la Manche, enfin c'est vraiment des vacances qui étaient extrêmement enrichissantes, on va dire, parce que la voile c'est un univers particulier et puis vraiment, enfin c'était très très sympa. J'en garde un excellent souvenir. Et à un moment donné, ils avaient décidé de rejoindre la Méditerranée, de quitter la Bretagne pour aller en Méditerranée. Donc c'est à cette occasion de cette grande croisière là qui a duré plusieurs mois que j'ai découvert le billard avec mon père à l'époque, on appelait ça des ramblas, tu sais, ces rues piétonnes, un peu dans les petits villages espagnols. Au Portugais, c'était beaucoup plus difficile. Au Portugais, on n'a pas beaucoup joué. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à jouer avec mon père. Voilà. Ça veut dire que, en fait, mon père a gardé un mauvais souvenir de l'éducation nationale et a choisi de faire lui-même la scolarité de ses enfants. Comme prof, hein, c'est-à-dire on restait à la maison et puis c'est lui qui nous apprenait ce qu'il avait envie de nous apprendre d'ailleurs. Pas discuter, hein. Voilà. Et ça a duré de l'âge de 11 jusqu'à 14-15 ans. Parce qu'il y a eu des éléments familiaux que j'ai pas forcément envie de développer ici parce que ça regarde mon frère en fait et bon, je veux pas parler de ça. Mais moi, je me suis retrouvé un petit peu à l'âge de 15-16 ans, un peu livré à moi-même, sans trop de, sans trop d'orientation professionnelle. Je savais pas trop ce que j'allais faire. Mes parents étaient un petit peu aussi, un peu bouleversés, on va dire. Et donc ça, le billard est un peu tombé à point nommé, je dirais. C'est-à-dire que voilà, ça m'apportait une distraction. Je pressentais que je pouvais peut-être y gagner modestement ma vie. Voilà, et puis voilà, j'ai continué à jouer au billard, et puis finalement, j'ai réussi à m'installer dans ce milieu associatif, en fait, hein.
Voilà. Alors ma première licence a été prise à Antibes. Donc point de chute de notre croisière en fait, hein, où évidemment on a cherché rapidement un club de billard et puis c'est dans cette région-là, donc il y avait Antibes, Nice, Cannes, c'était les trois endroits où on allait jouer au billard régulièrement. Avec à Antibes quelqu'un qui donnait des conseils qui étaient pas mauvais du tout, pédagogue, et qui m'a fait progresser très rapidement, en rajoutant le fait aussi que je jouais beaucoup, hein, bien sûr. Alors cette personne-là s'appelait François Labonde. C'était François Labonde, c'est... Comment? Oui, oui, c'est Labonde. 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 C'était un monsieur qui avait été boulanger en région parisienne, qui avait côtoyé les salles parisiennes professionnelles à l'époque, qui avait croisé Conti, qui avait vu Conti, Marty, et puis les anciens professionnels de Paris, et qui s'était retiré sur la Côte d'Azur et qui avait monté une salle de billard privée qu'il essayait d'exploiter voilà, et puis en donnant aussi de bons conseils à des jeunes joueurs de billard, parce qu'à l'époque les jeunes jouaient davantage au billard qu'aujourd'hui. Et il avait, d'une certaine manière, il avait réussi à créer une petite école, on va dire. Il a acquis une réputation de professeur, enfin de pédagogue, professeur, et avec pas mal de joueurs qui jouaient assez bien. Et donc moi j'ai fait partie de cette première vague, on va dire, de, de joueurs avec qui je m'entendais bien, une bonne camaraderie, et puis avec qui j'ai progressé. Ça a été ma première. Je pense qu'ils ont tous arrêté de jouer. Euh, les noms, je pense pas que ça vous dirait quelque chose aujourd'hui. Pas la peine de, je pense pas. C'était des bons joueurs, hein, c'était des joueurs de 3,10 m à la partie libre au cadre et qui jouaient pas depuis très longtemps et qui avaient progressé assez rapidement. Il y en avait pas mal, hein, il y en avait bien 5-6. Hein, ah, il avait une façon d'apprendre qui était captivante. Pas forcément juste, mais captivante. Ça, c'est important. Oh bah c'était des conseils. On jouait, c'était c'était surtout des séries commentées. C'est-à-dire que je jouais tout seul et lui il me supervisait, c'est-à-dire qu'il me regardait jouer et puis me conseillait sur la conduite de la série à la partie libre avec des principes de dominante, de passage entre les deux. Enfin, tu vois la construction classique d'une série à la partie libre dans le tiers de billard, quoi. Un peu l'américaine aussi. Voilà. Et puis l'après-midi, bah, je jouais avec les gens qui étaient dans le club. Voilà comment que ça se passait. Ça n'a pas duré très longtemps, hein. Ça a duré 2-3 ans. Parce que après, c'est posé la question de... Bah, je disais, après ces 2-3 ans, là, c'est posé la question d'essayer de gagner un peu sa vie. Donc j'ai décidé de partir de cet endroit-là pour essayer de trouver un club ou une salle commerciale dans laquelle je pourrais travailler comme billardier. Donc j'ai fait une petite tournée comme ça dans le midi de la France, un peu partout. Et j'ai atterri à Toulouse, où j'ai réussi à trouver un petit emploi comme ça, de billardier, à servir les consommations, à encaisser les tables, à nettoyer les billards. Et puis voilà. Donc là, j'avais déjà 18 ans, 19 ans. Et donc ça m'a permis de trouver une certaine autonomie assez jeune, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile aujourd'hui à faire, hein, je pense. Trouver du boulot comme ça, c'est rigolo. Je me suis pointé un matin à Toulouse et en fait le soir j'étais embauché. Donc c'est quand même assez... ouais, c'est rigolo quoi, hein, mais
Ouais, et puis à cette époque-là, Toulouse était une place importante dans le billard. Il y avait énormément de clubs de billard. Il y avait des salles commerciales grandes qui fonctionnaient, qui marchaient bien. Donc il y avait vraiment une population de billard qui était importante. Et puis moi j'avais trouvé en plus que la mentalité toulousaine était accueillante. Et ça m'a fait du bien. Enfin, j'ai trouvé, je me suis bien senti à Toulouse pendant la petite période. En fait, je ne suis pas resté très longtemps, puisque j'ai dû faire mon armée ensuite au bout de quelques mois. Donc je suis resté peut-être, je suis même pas resté une saison sportive à Toulouse. Oui, 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 je jouais. Alors j'avais des horaires aménagés, enfin pas aménagés, mais je travaillais presque pratiquement tous les jours. Et puis une journée sur deux, je devais travailler le soir aussi. Je me rappelle. Je me rappelle pas très bien, je me rappelle pas parfaitement des horaires, mais je sais que j'avais de la disponibilité pour m'entraîner le matin. Et l'après-midi, il n'y avait pas énormément de donc je pouvais jouer aussi assez facilement au billard. Bah, il n'y avait pas de méthode, hein. Moi, j'avais pas de méthode d'entraînement, donc je me contentais de jouer selon l'approche que j'avais apprise avec François Labonde, c'est-à-dire que je poussais les billes comme ça, et puis quand je ratais, je recommençais, enfin, sans, sans plus de, sans plus de recherche que ça, je dirais. Ce qui m'a fait du bien, c'est que j'ai joué avec un champion local, on va dire, qui s'appelait Jean Lafaille. Jean Lafaille était propriétaire de cette salle de billard dans laquelle je travaillais. Et donc je jouais de temps en temps avec lui, assez souvent même. Donc, lui jouait au 47-2 et moi à la partie libre. Et donc là, j'ai quand même appris, enfin j'ai regardé, j'ai vu du billard de plus haut niveau qui contenait une certaine rigueur, de la maîtrise, certaines choses que j'avais pas forcément en tête avant. Alors c'était un peu nébuleux parce que c'était pas normalisé, si tu veux, donc on savait pas, moi je savais, mais je me rendais compte il fallait changer certaines choses au niveau de la rigueur, surtout dans mon entraînement, pour être plus performant. Sans plus que ça, en fait, hein. Sans plus que ça. Là, quand je suis arrivé à Toulouse, je venais de quitter la catégorie de 2,80 m pour monter sur 3,10 m. Et quand j'ai quitté Toulouse, à la fin de cette saison-là, j'étais en master. Donc j'ai joué la troisième, deuxième, première et le championnat de France de première que j'ai joué en étant à l'armée. Donc c'est peut-être 2 saisons. Donc je suis passé de 10 de moyenne sur 3,10 m à 40 de moyenne, parce qu'à l'époque c'était 40 qu'il fallait faire pour monter en master la partie libre. Une progression assez rapide, on va dire. Voilà, sans. Parce qu'à l'armée, je jouais quand même beaucoup moins, hein, donc peut-être sur les acquis, je ne sais pas trop comment que ça s'est passé, mais bon, j'ai fait un championnat de France de première catégorie que j'ai pas gagné d'ailleurs, mais dans lequel j'ai réussi à faire la moyenne de master à la partie libre. Alors après, pendant mon armée, j'ai croisé Roland Dufetel. Roland Dufetel, qui était tout à fait par hasard, parce que en fait, j'ai fait mon armée à Maison-Lafitte et je m'étais licencié à Argenteuil pour des raisons de proximité. C'était un grand club qui m'avait accueilli. Bon, je pas trop payé pas trop cher, c'était très bien. Et un dimanche matin, donc je passais mais en fait mes 48 heures sur le billard. Je dormais sur le billard et puis le dimanche soir, je rentrais à l'armée, quoi. Bon. Et donc j'ai croisé Roland Dufetel un dimanche matin qui était venu s'entraîner pour faire une démonstration avec Ludo Dili, je crois, avec qui j'ai échangé, qui me connaissait déjà de nom parce qu'il avait entendu parler de moi. Je l'avais jamais vu, moi. Mais il m'avait posé la question, il m'avait dit, mais qu'est-ce que vous allez faire après l'armée?
Et évidemment, j'étais sans réponse à cette question à cette époque-là. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et il m'avait dit, bah, écoutez, moi je donne des leçons dans une brasserie à Corbeil-Essonnes. Il y a quelques billards, ils cherchent quelqu'un pour animer un petit peu. Donc voilà, il m'a mis en contact avec le gérant de cette salle de billard, là, de cette brasserie, chez qui j'ai réussi à travailler juste après mon armée. Donc je gagnais pas grand-chose, mais j'étais nourri, logé, je pouvais jouer au billard. Pour moi, c'était parfait, quoi. Donc ça a duré. Après l'armée, ça a duré. Ça n'a pas duré longtemps non plus, parce que ça a duré peut-être un an et demi. J'ai un an et demi. 78, 79, ouais. Il y a un changement de gérance et j'ai pas pu garder mon emploi. Et c'est à ce moment-là que donc là, j'avais commencé à prendre des leçons, parce que autant à la partie libre, j'avais progressé rapidement, autant au cadre, je sentais pas les choses à évoluer très vite. J'ai mis longtemps à, donc j'étais monté sur 3,10 m. 3,10 m à l'époque, c'était 6 de moyenne, hein. Il fallait faire 6 pour confirmer la catégorie. 6, 7, 8, 10. Tu vois, ça fait 3 ans ça déjà, hein. Ça avance pas beaucoup, hein. Et donc là, j'avais décidé d'aller voir Francis Connaisson, qui à l'époque était le seul vraiment grand joueur vers qui on pouvait se tourner assez facilement. Marty, j'ai l'impression qu'il était moins accessible, de mémoire, hein. Voilà, donc là, Connaisson m'a appris des choses très intéressantes, à la fois sur le plan technique, sur le plan conception, qui m'ont donné une base de travail complémentaire, je dirais. Et puis avec des résultats assez intéressants, assez rapides. Donc j'ai progressé pendant cette période quand j'étais à Corbeil, de façon assez significative, en passant de 10 à 20 de moyenne, grosso modo, hein, en assez peu de temps. Voilà. Puis après, il y a eu la période des multicolores. J'ai été embauché grâce à Georges Bourrez à l'Académie de billard de Wagram comme banquier au multicolore. Et puis là, on pouvait jouer autant qu'on voulait, quoi. Non. J'ai une anecdote à raconter avec Roland Dufetel à l'occasion de cette matinée, où à la fin de mon entraînement, il a placé les billes dans le tiers de billard et il m'a demandé ce que je jouerais sur une situation. Donc il avait placé les billes, il m'a dit, qu'est-ce que vous jouez là-dessus? Qu'est-ce que vous joueriez? Des choses comme ça. Donc j'ai essayé de lui répondre en disant, bah voilà, j'essaierai de faire ça. Je crois que c'était un placement ou un truc comme ça. Et puis très bien. Non, il m'a même pas. Et là, donc il avait changé un petit peu la position. Il avait changé un petit peu. Et là, qu'est-ce que vous essayez de faire? Et je lui ai dit, bah là, j'essaierai d'amortir. Enfin bon. Et il m'a regardé. Il m'a dit, vous n'avez besoin de personne pour progresser au billard. Ça m'est resté parce que avec le temps, c'est resté un compliment exceptionnel. Quelqu'un qui te dit ça, ça m'est toujours resté. Donc voilà, j'en ai, j'en ai, j'en ai conclu que j'avais un certain bon sens pour avancer tout seul, si tu veux. Mais peut-être pas, j'ai peut-être pas assez creusé tout seul pour exploiter mon propre potentiel. Et je me suis tourné vers Francis Connaisson. Ce qui est- Comment? Avec Connaisson? Bon, une petite saison. J'ai pas pris le beaucoup. J'allais voir tous les 15 jours, je crois, à Paris, tous les mois. Et puis, j'ai dû aller le voir une dizaine de fois. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Enfin, avec Connaisson, il y avait des choses sur lesquelles il m'avait demandé de m'entraîner. Des choses que je connaissais pas forcément. Donc, oui, ça m'avait apporté un contenu d'entraînement un peu plus. Ouais, c'était pas mal en fait, hein. C'était déjà plus. Alors, il parlait pas de taux de réussite ou des choses comme ça. Il parlait pas il n'y avait pas de notion de maîtrise, hein. Il me disait simplement, faut s'améliorer là-dessus, faut bien réaliser certaines choses. Enfin,
Donc ça, c'était quand même une base un peu nouvelle dans mon entraînement. Un petit peu. Et moi, ce que j'ai apprécié chez Francis Connaisson, à mon égard, c'est le fait de ne pas avoir touché à ma position du corps, comme par la suite j'ai dû être contraint de le faire avec Roger Conti, par exemple, on en parlera tout à l'heure. Parce que moi, j'ai eu la chance de voir les trois derniers grands champions de jeux de série, enfin, de l'époque, hein, c'est-à-dire Conti, Connaisson et Jean Marty, enfin, surtout Marty, quoi. Donc, oui, je suis un peu un spécimen de ce point de vue-là, parce que il n'y en a pas beaucoup, en fait. Pas beaucoup de gens qui ont vu les trois, autant que moi. Ouais, c'était juste après l'armée. Donc l'armée c'était 77, 78, 21, donc 22, 23 ans. Donc là, à un moment donné, pendant cette période, à la fin de ma période à Corbeil, j'ai croisé Georges Bourrès qui travaillait déjà au multicolore de Wagram et qui m'a proposé de venir travailler avec lui. Alors multicolore, c'est une longue histoire, hein. Le multicolore, c'est un jeu d'argent. C'est un jeu d'argent qui consiste à poser sur une table de billard un cylindre dans lequel il y a une entrée avec des godets, un peu comme la boule. Tu vois le jeu de la boule? Pas du tout. La roulette. Tu vois la roulette? Bon, c'est une sorte de roulette, d'accord? Sauf qu'au lieu d'avoir 36 godets, tu n'en as que 24 ou 25. Il y a des couleurs et des numéros. Et on paye si tu joues le rouge et puis la bille s'arrête dans le rouge, il y a un numéro 2, 3 ou 4 qui paye 2, 3 ou 4 fois la mise. Donc c'est un jeu de pauvres en fait, hein, dans la hiérarchie des cercles de jeu, c'est un jeu de pauvres. Mais c'est le jeu qui a remplacé en fait le jeu de la rouge. Parce que avant la guerre, les professionnels de billard gagnaient leur vie en jouant à la rouge. C'est-à-dire qu'ils jouaient à la rouge. Tu connais le jeu de la rouge. Tu joues que la rouge, tu n'as pas le droit de jouer autre chose. Donc il y avait Conti, Derbier, Grange, Drost, encore plein d'autres joueurs qui jouaient comme ça à la rouge, sur lesquels il y avait des paris, considérant le jeu comme un jeu de hasard. Alors, bon, évidemment, c'était pas un jeu de hasard, puisque c'était Roger Conti qui s'imposait le plus souvent, on va dire, c'était le plus fort. Donc il y a eu une enquête de la préfecture de police qui a interdit le jeu de la rouge pour le remplacer par le jeu, un véritable jeu de hasard, dans lequel évidemment personne ne peut gagner, c'est la maison qui gagne tout le temps, hein, donc, c'est mathématique, et qui a donc remplacé le jeu de la rouge, et qui s'est un peu multiplié dans Paris. Il y avait une petite dizaine de salles qui possédaient un multicolore. Voilà. Dans laquelle, au départ, les anciens professionnels étaient actionnaires d'ailleurs. Après, ça a changé, bien sûr. Donc voilà, je me suis retrouvé dans un cercle de jeu à Paris avec Georges Bourrez, avec qui, là pour le coup, j'ai pu continuer à jouer pendant pas mal d'années, pendant quelques années, quoi, pendant, je sais pas, 3-4 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et après, je suis venu ici, donc j'ai encore changé de cercle de jeu. Et je suis venu me licencier ici parce qu'il y avait eu un changement de direction dans le cercle de Wagram. Et bon, j'étais plus trop, j'étais plus dans les petits papiers de la direction, on va dire. Voilà. Oui. Non, là c'était le premier cercle de jeu dans lequel j'ai travaillé, c'est Wagram. D'accord. Et donc ça c'est dans les années 80, 81. En fait, je suis pas resté longtemps à Wagram. Parce qu'il y a eu un changement de direction, le cercle a été vendu, et avant qu'il soit vendu, j'étais parti déjà travailler dans un autre cercle. Donc j'étais resté licencié à Wagram, mais en fait j'étais parti dans un cercle, et on n'aimait pas trop les gens qui travaillaient dans un cercle et qui venaient dans un autre. Il y avait c'était pas bien vu. Les cercles, ils aimaient bien que les employés
que leurs employés restaient fidèles dans leur cercle et n'aillent pas à droite, à gauche. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dû quitter Wagram à un moment donné, dans les années en 83, je crois, oui, 83, pour venir me licencier ici, où les conditions étaient enfin, suffisamment bonnes, on va dire, pour que j'y reste 40 ans, en fait, parce que ça fait 40 ans que je suis licencié ici. Déjà, moi je suis venu ici parce que c'est une salle qui a été créée à la fin des années 70 et qui a... Il n'y avait pas énormément de salles commerciales encore à cette époque-là, hein. Donc c'était une salle où il y avait beaucoup de 3 m 10 et où il y avait beaucoup de bons joueurs. Et ça faisait un contraste par rapport à Wagram où il y avait beaucoup de joueurs de 3 bandes d'abord. Il n'y avait pas énormément de joueurs de série, de bons joueurs de série, à cause du coût que ça faisait, parce que ça coûtait cher de jouer au billard à Wagram, hein. Ici, ça coûtait quand même beaucoup moins cher. Voilà, et puis bon, j'ai trouvé des dirigeants qui étaient portés davantage sur le billard qu'auparavant, qui m'encourageaient. Je pense notamment à Pierre Reverchon, hein, qui était le président fondateur de cette association. D'autres personnes comme Guy Maurice, avec qui j'ai entretenu des relations très amicales et assez profondes, je dirais. Voilà, suffisamment. En tout cas, cette ambiance me convenait suffisamment pour pouvoir y rester sans chercher à aller ailleurs, quoi. Alors avant, c'était une salle de cinéma. D'ailleurs, on voit d'ailleurs les portes battantes qui sont toujours, qui existent toujours. C'était une salle de cinéma. Moi, évidemment que j'ai pas connu ça, hein, euh, à ma connaissance, la salle appartient à la municipalité qui la loue à l'association depuis sa création. Voilà, donc il y a eu une première rénovation des murs dans les années 90, je crois. Et puis il y a eu il y a eu vraiment des gros problèmes d'étanchéité, de dégâts des eaux qui ont beaucoup dégradé les murs. Et donc s'est retrouvé à un moment donné le problème de vraiment de faire une rénovation complète des murs. C'est ce qui a été décidé juste après la période Covid, où vraiment là la salle avait vraiment besoin d'un grand nettoyage. Donc ils ont refait les murs, ils ont refait la moquette. Les billards sont restés à peu près dans la même disposition qu'avant. Et donc on espère repartir pour une durée assez longue, on va dire, hein. Ouais, j'ai oublié de parler de Conti parce qu'en fait quand j'étais à Wagram, Conti était, comme je te l'ai expliqué, Conti était un joueur de rouge, hein. Donc quand le multicolore a été créé, Roger Conti a fait partie du consortium, hein, c'est-à-dire des patrons du multicolore de Wagram et de Clichy, en étant en récompense ou en compensation du fait qu'il était professionnel avant. Donc après, le cercle a été vendu à d'autres personnes, mais Conti est resté un peu comme un joueur professionnel qui venait de temps en temps. Alors il était âgé, hein, bien sûr, donc il ne pouvait plus vraiment faire des démonstrations, et il donnait des leçons. Donc il donnait des leçons un peu à qui voulait en prendre en fait, hein. Donc voilà, moi étant dans ce cercle-là avec Georges Bourrez, bon ben on nous a dit voilà, il y a Conti qui vient ici de temps en temps, donc il faut le recevoir, il faut animer un peu, voilà, faut prendre des leçons avec lui, quoi, voilà. Donc moi sur Roger Conti, je garde pas un très bon souvenir de Roger Conti dans sa pédagogie,
dans son approche pédagogique, parce que il y a quelque chose que je n'ai pas aimé du tout, c'est il voulait jouer comme lui il jouait, c'est-à-dire, tu sais, l'avant-bras un peu horizontal, un peu comme les champions américains, si tu veux, jouer tous comme ça. Moi, ça me convenait pas, et puis ça s'est pas bien, ça s'est pas bien passé, quoi. Voilà. Mais bon, j'ai quand même appris certaines choses avec lui, hein. Parce que c'était un champion exceptionnel, Roger Conti, hein. C'était un exécutant. Moi, je l'ai jamais vu se tromper. J'ai jamais vu Conti rater un point, le recommencer. Jamais. Alors, il mettait ce qu'il avait envie de mettre, hein. Il jouait pas n'importe quoi, bien sûr. Mais il avait un rétro exceptionnel dans le tir de billard. C'était vraiment c'était quelque chose d'exceptionnel dans le fait de pouvoir reculer à une distance assez longue de la 2 sans jouer fort. C'était exceptionnel. Voilà, mais bon, au-delà de ça, j'ai pas gardé un très bon souvenir de Roger Conti. Et j'ai pas le sentiment d'avoir appris beaucoup de choses avec lui non plus. Voilà. Donc là, on est dans les années 83-84, et puis c'est à ce moment-là que j'ai été voir Jean Marty, que je connaissais déjà, hein, parce que bon, j'avais joué un championnat junior sur des bières Marty, et il avait fait une démonstration déjà, donc je connaissais un peu son palmarès, je savais qui c'était, quoi, tu vois, et je savais aussi comment il jouait, parce que j'avais vu jouer une petite démonstration à l'occasion d'un championnat de France junior. J'avais été très impressionné par la différence de façon de jouer, hein, par rapport à d'autres champions que j'avais pu voir. Je pense notamment à un joueur argentin que j'avais vu jouer à Nice, qui s'appelait Berardi. C'était un champion de jeu de série. Il avait fait une série, je crois, de plus de 200 au cadre, mais ça ne m'avait pas, ça m'avait pas semblé inabordable. Je m'étais dit, bon, ben, oui, c'est très bien, évidemment, mais ça semble accessible. Et quand j'ai vu jouer Marty pour la première fois, je me suis rendu compte qu'il jouait avec un état d'esprit complètement différent de tout ce que j'avais vu avant. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et tu veux, quand tu joues une série, il y a différents coups, il y a des petits points, il y a des placements, il y a des rappels. Et on se conditionne physiquement, c'est-à-dire que ça se voit, il y a un comportement différent pour chaque échelon. C'est-à-dire que quand tu joues un petit point, ben on voit que tu vas jouer un petit point. Tu joues un placement, on voit que tu vas jouer un placement. Quand tu joues un rappel, on voit des différences. Quand Marty jouait, on voyait rien. C'était tout une sorte de boulimie, si tu veux. Donc il jouait tout à toute vitesse, et il y a l'impression que... Mais à chaque fois qu'il jouait, tu sentais qu'il y avait que ça moulinait dans sa tête, parce qu'il jouait pas à l'esprit vide, hein, attention. C'était et peut-être encore plus éveillé, je dirais, que ce que j'avais. Bonne journée, au revoir, monsieur Louis, au revoir. Au revoir. Ben, c'est ce que je viens de dire. C'est cette différence d'approche, des enchaînements, où tu savais pas ce qu'il allait jouer. Il n'y avait pas ce que j'avais repéré avant, tu sens que le joueur il va faire ça. Tu sens qu'il va faire ça, tu sens qu'il va faire ça. Là, tu savais pas ce qu'il allait faire. Et il rappelait, il plaçait, il faisait des petits points, tout ça, c'était un peu dans la même... tu distinguais pas les coups. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très nouveau pour moi. Tu vois, je sais pas... Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, il jouait très vite, hein. Il jouait très vite, et puis il jouait tout un peu pareil. C'est-à-dire que tu distinguais pas tu savais pas s'il allait jouer un petit point ou s'il allait rappeler. T'en savais rien.
c'est très, très, très curieux. Enfin, moi, c'est ce qui m'a le plus frappé. Oui, alors j'ai fait donc dans les années 80, oui, 83, donc j'avais 27, 26, 27 ans, 26 ans. Comment que ça s'est passé? Il avait organisé un stage chez lui, où il y avait pas grand monde d'ailleurs. Et il m'avait, je sais pas à quelle occasion, comment que ça s'était passé. Peut-être que j'étais passé à son magasin, parce qu'il avait un magasin de billard. Et il m'avait proposé de venir quelques jours profiter de ce stage avec lui. Donc, je me rappelle, on était trois de mémoire. Il y avait moi, il y avait un gars qui était à Rennes, qui jouait sur 3m10, Patrick Juel, de mémoire. Et puis, il y avait une fille qui s'appelait Christine Morel. Donc, les niveaux étaient assez élargis, on va dire, parce que moi, je faisais à l'époque 20-25 au cadre. Mais Juel faisait peut-être 10 ou peut-être 15. Et puis, cette gamine, hein, parce que c'était une gamine à l'époque, faisait peut-être 1,5 ou 2 ou 3 de moyenne. Enfin, voilà, c'était hallucinant. Mais ce qui me rappelle de... Donc, nous apprenait des choses auxquelles on ne comprenait pas grand-chose. Et puis, par contre, quand il expliquait des choses à cette fille, on découvrait des choses nouvelles. C'était rigolo. D'ailleurs, je lui ai dit un jour, je lui ai dit à un moment donné, mais vous auriez dû nous expliquer ça dès le début, peut-être qu'on on aurait compris davantage ce que vous cherchiez à nous expliquer. Ah oui, parce que bon, il y a eu ce premier stage qui a été un déclic, parce que là j'ai appris vraiment certaines choses, hein, vraiment des choses clés en fait, hein, sur les distances, tu vois, surtout sur les distances entre la bien et la milieu dans le tir de billard, on est toujours trop loin en fait, on est toujours trop loin. Donc lui avec ça, voilà, le fait que la bideux aille toujours dans le même endroit, quelle que soit la quantité quand tu es prêt, tu vois, des choses qu'on savait, mais il y a une différence entre savoir quelque chose et savoir l'appliquer. C'est pas la même chose. Tu peux connaître des choses et en fait, ben, elles te servent à rien parce que tu les mets pas en œuvre. Et quand tu arrives à les mettre en œuvre, c'est pas la même chose. C'est un autre niveau. Et donc après, oui, j'ai continué à aller le voir assez régulièrement. Alors, j'étais pas tout seul, hein, parce qu'à l'époque, il y avait son neveu, Xavier Carrère, qui jouait encore beaucoup au billard. Il y avait Brahim qui a été le voir aussi de nombreuses fois. Donc on était souvent Fabrice Puvert et d'autres joueurs que je n'ai plus, j'ai pas forcément en mémoire maintenant. Mais voilà, on était un petit groupe qui allait le voir assez régulièrement. Donc pour le 47-2, pour le 71. Ah oui, oui, mais moi je parlerai pas d'école Marty, hein, je parlerai surtout du personnage. Hein. C'est vraiment, c'est c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui a normalisé, qui a essayé de formater, normaliser son enseignement. Hein. C'est quelqu'un qui est resté très très spontané dans son discours. Il n'a pas fait de la, il a écrit beaucoup de livres, mais je sais pas trop pourquoi il les a écrits. T'as jamais rien compris? Bah, tu me diras ce que t'as pas compris. Oui, oui. Donc ça, c'est le côté un peu déplaisant de Marty, hein, c'est-à-dire qu'il cherchait, enfin, je sais pas s'il cherchait vraiment, mais en tout cas, son discours se démarquait tellement que finalement, on ne comprenait rien à ce qu'il disait. Moi, j'ai subi exactement la même chose, hein, pendant de nombreuses fois. Et d'ailleurs, une fois, je lui ai dit qu'il fallait s'arrêter parce que c'était pas, comme on comprenait rien à ce qu'il disait et qu'on avait l'impression qu'il faisait exprès qu'on comprenne rien, qu'on en comprenne de moins en moins, on va dire. À un moment donné, ben, on s'arrête et puis on passe à autre chose, quoi.
Mais d'abord, alors, il y avait deux discours, parce qu'en fait, quand il t'a parlé, il n'y avait pas de billes. Tu t'as pas parlé autour d'un billard. Donc ça, c'est un obstacle, ça, c'est désagréable avec Marty. Si tu parles de quelque chose, moi, j'ai pris des leçons au téléphone avec lui, tu vois. Bon, au téléphone, je t'écoute. Bah, pour lui, j'étais en train de jouer, quoi. Ah, attends, Jean, il n'y a pas de billes, là. Pas de billes, c'est pas grave. Tu vois, c'est déstabilisant, si tu veux, tu vois. Tu dis, mais comment il fait, pas de billes, je ne peux pas l'expliquer. En revanche, quand il y avait, quand c'était des conseils, concrets, si tu veux, sur le billard, oui, il y avait de la richesse, là. Il y avait des choses qu'on apprenait, qui étaient pertinentes, qui servaient. Ouais, là, c'était génial, quoi. Pas tout le temps, hein, mais il y a des fois, c'était génial, quoi. Bah, oui, dans les faits, oui. Mais après, j'ai pas été voir Connaissant très longtemps non plus. Mais j'ai beaucoup progressé avec Connaissant. En peu de temps, j'ai progressé beaucoup. Mais je trouve que ce que j'ai appris avec Marty était beaucoup plus riche, si tu veux, tu vois. Une richesse intellectuelle qui avait chez aucun des deux autres. C'est ça qui me, c'est ça que j'ai gardé en fait. C'est de pouvoir aujourd'hui jouer. Jean-Marty n'est plus là, donc il n'est plus là pour nous conseiller, hein, et d'arriver à jouer au billard avec des repères que Jean-Marty m'a transmis et d'essayer de les mettre en œuvre. Et ça, c'est quelque chose de formidable parce qu'il n'y a pas de routine. C'est pas du tout de la routine, c'est toujours quelque chose d'un peu nouveau que tu essaies de faire. Et des choses comme la zone de rappel, pour moi, c'est sur un petit rappel de ligne, de quart, ou 71, ou ce que tu veux. C'est une richesse exceptionnelle pour moi. Tu vois. Ah non, 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 j'ai continué à travailler, dans les premières années, j'ai continué à travailler au cercle, au deuxième cercle de jeu, le cercle de Pigalle, hein, où j'ai travaillé jusqu'en 92. Et, et après, j'ai donc passé mon brevet d'État et j'ai vécu des leçons de billard que j'ai pu donner dans les clubs sur Paris, en région parisienne. Et ça a duré jusqu'en 2000 à peu près. Et en 2000, Marc Massé a été nommé DTN. Et donc, je l'ai remplacé à mi-temps en occupant le poste de moniteur fédéral. Donc, de 2000 à quelques années, quelques 2-3 ans à mi-temps, et puis après à plein temps, jusqu'à 2022. Oui, à 2022. Ben, les choses que j'ai appris avec Marty, si tu veux, c'était des choses très nouvelles que, dont personne m'avait jamais parlé, si tu veux. Et j'ai senti dès le début que il y avait vraiment quelque chose il y avait une source de progression, mais qu'elle allait être difficile à mettre en œuvre. Je l'ai senti assez rapidement. Pourquoi, j'en sais rien. Et donc, je me suis dit, tu vas progresser, mais ça va te prendre du temps. Peut-être plus de temps que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans les premières années, j'ai pas vraiment progressé. Et j'ai progressé à l'occasion d'un petit tournoi, un tournoi de Ronchin. Enfin, ma progression s'est concrétisée à l'occasion de ce tournoi où j'avais fait
pas énormément, j'avais fait 40 ou 50 de moyenne. Et parti de là, j'ai changé un petit peu mes méthodes d'entraînement pour m'attacher à des notions de taux de réussite, d'exigence, tu vois, de choses un peu de haut niveau, quoi, et non plus de la simple conception ou de la, parce qu'il n'y a pas de secret. Si tu veux être fort au billard, il faut, quel que soit ton profil de joueur, parce qu'il y a des profils qui sont différents, tu as forcément un niveau d'exigence important pour simplement faire ce que tu as à faire. C'est pas qui que tu sois. Que tu t'appelles Brahim Joubri à jouer très vite ou que tu t'appelles Xavier Gretilla, il y a de l'exigence et ça tu ne l'as pas forcément et on ne nous l'apprend pas non plus dans le billard. Et ça, c'est un peu quelque chose que j'ai appris un peu tout seul, je dirais. Oui, donc je m'étais vraiment attaché à partir de ce moment-là à m'entraîner sur ce que j'appelle les fondamentaux, c'est-à-dire des coups plutôt de demi-distance, des rétros, des coups de réglage, des angles droits, des développés, et en recherchant vraiment un taux de réussite très important. Ça a été la base de mon jeu, parce que sur le plan du jeu de prêt, j'ai pas progressé. Ce que je faisais lorsque je faisais 40 de moyenne, je le faisais après peut-être encore un peu moins bien. Mais j'avais acquis une solidité sur la demi-distance. Ça a été vraiment là-dessus que j'ai insisté. Ce que je conseille toujours aux gens d'ailleurs. Hein. J'ai dit, mais vous faites un coup 9 fois sur 10, mais ça ne suffit pas. C'est pas, c'est pas suffisant. Il faut être beaucoup plus, avoir un taux de réussite beaucoup plus important si vous voulez que ça se concrétise par une différence de niveau. Parce qu'on voit les gens en fait ratent trop de coups accessibles, on va dire. Les joueurs qui jouent à 20 de moyenne font des erreurs, ils font des. Alors après, il y a aussi pas des déclics, mais des repères comme les notions de double erreur ou des choses comme ça qu'on fait au début, et puis petit à petit on se rend compte, tu vois, tu lâches un coup, puis tu lâches complètement le coup d'après, tu vois, des trucs comme ça. Ça oui, mais sinon, oui, c'était vraiment de l'entraînement sur les fondamentaux, et ça faisait pratiquement tout mon entraînement, quoi. Et après, je faisais simplement des parties d'entraînement avec des gens qui étaient là. Non, pas chiffré, pas chiffré, mais je m'interdisais de manquer des coups de demi-distance qu'on fait relativement bien, si tu veux, que tout le monde joue relativement bien, mais qu'il faut vraiment réussir beaucoup plus, quoi. Ce que je viens de te dire. Moi, j'ai eu la seule personne qui a fait ce travail, parce que j'ai eu beaucoup de. J'aime pas le mot élève. J'ai encadré beaucoup de jeunes dans le cadre de mon activité fédérale, on va dire. Donc j'ai animé des stages fédéraux, j'ai vu beaucoup de très bons joueurs, évidemment, hein, des joueurs comme Michael de Vaugelas, des joueurs comme Steve Dora. Bon, il y en a d'autres, Pierre Soumagne, même si je m'en suis pas forcément occupé, je leur ai pas apporté euh, forcément quelque chose, et c'est pas à moi de le dire. Moi, je déteste de revendiquer quelque chose que les gens ont fait. Je me l'approprie pas. Je suis pas comme ça. Si je, je prends, j'inverse le problème. Je sais les gens qui m'ont fait progresser, je les connais, je sais ce que j'ai appris, mais ça ne regarde que moi. Si j'ai envie de le dire, je le dis. Si j'ai pas envie de le dire, je le garde pour moi. Mais je veux pas que quelqu'un s'approprie ma progression, parce que c'est pas lui qui a fait mon travail. Voilà, je pars de ça.
Donc j'aime pas trop, mais en tout cas j'ai encadré beaucoup de gens. Et évidemment il y a des gens, il y a une personne à qui j'ai dit ce que moi j'avais fait, mais de façon assez proche, assez précis, je dirais, c'est Pierre Martori. Pierre Martori, c'est pas quelqu'un de très fort au billard. C'est pas quelqu'un de très très doué. Il n'a pas de. Le mot doué est un peu ambigu. Hein. C'est pas simple de définir du nom. Mais enfin, c'est pas quelqu'un qui avait des dispositions pour être très fort. Et c'est quelqu'un qui a vraiment progressé. Et ça, j'ai une certaine fierté à le revendiquer, qui a vraiment progressé par la consolidation de son jeu sur la demi-distance. Ce qui lui a permis de franchir des paliers importants, sans apprendre vraiment de choses nouvelles. Je vais te donner les différents coups techniques qu'il faut travailler, les situations les plus fréquentes, d'accord, que tu vas croiser dans le jeu et qui vont te permettre d'éviter que ta série se rompt trop souvent, tout simplement. Voilà. Je sais pas si enfin, pour moi c'est très clair, mais je sais pas pour toi si ça l'est. Hein. Oui. Voilà, libre, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai pas beaucoup de records de records à libre. Je crois mon record à libre doit être au championnat du monde de pentathlon. Où alors c'était des petites distances. Mais bon, je pense que j'avais fait 120 de moyenne sur 8 matchs, je crois, en partie de 200 points. Voilà. En partie de 200. 120 de moyenne sur 200. Après, dans les championnats, j'ai pas joué beaucoup de championnats d'Europe. Et j'étais pas un fort joueur de libre. Au 47-2, je crois que ma meilleure performance a été faite à Mataro, quand on a joué la demi-finale tous les deux. Où j'avais joué un très beau championnat, j'avais fait 90 de mémoire, 90 de général, ou peut-être 100, je me rappelle plus. Peut-être un peu plus de 100. Où tu avais gagné la demi-finale en 2 reprises, où j'avais pas fait de points du tout. Ou tu as peut-être fait 100 dans la poule, peut-être. Enfin, voilà, ce championnat reste un championnat de référence dans mes records. Au 47-2. Je sais que je l'ai comptabilisé. J'ai joué à 70 de moyenne sur les 7 ou 8 derniers championnats d'Europe de 47-2. Ça a plus de valeur pour moi qu'une valeur de record. Ça situe vraiment ça situe davantage, ça situe plus précisément mon vrai niveau. Voilà, un joueur à 60-70 de moyenne au cadre, un peu tout terrain, quoi, on va dire. Au 71-2, ma meilleure performance, elle a été faite dans un championnat d'Europe dans le nord des Pays-Bas, où tu avais joué. On avait fait d'ailleurs une très bonne partie, me semble-t-il, de mémoire. Un très beau match tous les deux, où j'avais gagné de quelques points avec très peu de reprises. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Non. C'était Patrick Nissen qui avait gagné. Alors le matériel ne roulait pas beaucoup, mais j'avais joué à plus de 50 de moyenne. C'est un championnat sur lequel on avait tous assez bien joué. Ça roulait pas beaucoup. Voilà, il y en a eu un autre aussi en 97 à Brno, en Tchéquie, où j'avais bien joué. J'avais perdu en une reprise contre Fonsi Greten.
J'avais fait 165 à la première reprise sur mouche et j'avais pas rejoué. Et il avait perdu en fil de la finale contre Henri Tillman de mémoire. Voilà, et au 47-1, j'ai dû jouer à 30 de moyenne sur une saison. La meilleure saison que j'ai pu faire au 47-1, c'était 30 de moyenne. Voilà. Et à la bande, j'étais moins bon à la bande. Mais j'ai bien joué à un championnat d'Europe. J'ai fait 10 de général sur 9 ou 10 matchs. Quelque chose comme ça. Mais là, c'est pareil, j'étais beaucoup moins fort que les meilleurs spécialistes, ça n'avait rien à voir. Ouais, c'est un 6, 7, 8, 7 de moyenne générale à la bande. Donc oui, j'ai été champion d'Europe et vice-champion du monde la même année. Le championnat d'Europe a eu lieu à Beauvais, donc en 2000. J'ai fait 88 de général, j'ai fait un très bon championnat au 47-2. Et précédemment, quelques semaines avant, on avait joué le championnat du monde de 71-2 à Albert, où j'avais fait 40 de moyenne générale de mémoire, et où j'avais perdu sévèrement, on va dire, contre Frédéric Caudron. Voilà. Euh, Mal abordé la finale. C'était des. Alors ça aussi, ça fait partie des problèmes un peu, des aspects psychologiques hein, des championnats qui n'étaient pas du tout abordés en France. Hein, c'est dommage. Et voilà. Et puis après, j'ai perdu une finale de 47-2 contre toi, championnat d'Europe. J'en ai perdu une autre au 71-2 contre Nissen. Ça fait 2. Voilà, et puis j'ai dû faire 3 ou 4 places de troisième dans les championnats d'Europe au 47-2, 71-2. Voilà, donc en tout, je dois avoir 6-7 médailles européennes, enfin internationales, on va dire, sur la période de 97 à l'année où j'ai arrêté, à Athènes, on avait joué tous les deux aussi, à Athènes au 71-2, une partie qui s'était terminée très tôt le matin, ça te rappelle? Ça te rappelle pas? Hein. Bon, voilà. Voilà, donc, et puis après, au niveau national, j'ai gagné, de mémoire, j'ai gagné 7 fois le 47-1, 4 fois le 71-2, 2 fois le 47-2, une fois la Libre et une fois le triathlon. Au niveau national. Donc là, c'est une période beaucoup plus longue, évidemment. Voilà, puis par équipe, récemment, avec De Douarnenez, j'ai gagné les deux. Enfin, j'ai participé à la victoire de Douarnenez sur ces 2 titres nationaux. Euh, pour le club pour lequel je vais rejouer encore cette saison. Voilà. Donc voilà. Puis aux 3 bandes, j'ai joué aussi, j'ai gagné plusieurs titres de champion de France avec le club de Saint-Maur d'ailleurs. Champion de France par équipe de club. Mais à une époque où le niveau n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui, notamment par l'absence de joueurs étrangers. Hein. Enfin bon, ça compte quand même. Donc, je ne sais pas combien il y en a, mais enfin il y en a bien, ouais, entre 3 et 5 quoi. Hein. Moi, j'ai pas lu beaucoup de bouquins de psychologie. Je me suis pas, enfin, c'est un sujet qui m'a intéressé, mais je m'y suis pas intéressé par la lecture d'ouvrages particuliers. Pas beaucoup, un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Euh, j'ai mis de côté, alors je me suis un peu approché aussi de la préparation mentale, mais j'ai mis ça de côté parce que j'ai senti que c'était des exercices réguliers, fastidieux, qu'il fallait faire tout le temps. J'ai eu cette impression-là et c'est pour ça que je m'en suis un peu déconnecté. J'ai pas insisté, même s'il y a des choses intéressantes.
le dernier palier de progression, en termes de performance, qui correspond à ces années où j'ai joué les championnats d'Europe avec toi, hein, j'ai réussi à progresser, à mon sens, par une meilleure connaissance de moi-même. Donc ça fait partie de la psychologie aussi, hein, c'est-à-dire de dire bon. Et avec du recul, je dirais qu'on insiste trop sur l'exigence, d'accord, parce qu'il faut de l'exigence pour pouvoir s'imposer, de l'entraînement, le goût de l'effort, s'impliquer sur certaines choses, mais on laisse complètement de côté l'indulgence. Et ça, c'est une erreur, parce que quelqu'un qui est fort, moi je sais que j'ai progressé en étant plus indulgent avec moi-même. Et ça m'a permis de faire des performances alors que, surtout au début du match, on se dit, mais en fait, ça va pas du tout, je me sens pas bien, j'arrive à rien faire. Et si on reste confiné dans ce couloir d'exigence, ben on s'en sort pas tout simplement. Et alors que si on prend un peu de recul sur le jeu en disant bon, ouais, t'es pas bien, tu essayes de te concentrer sur certaines choses et puis tu te libères un petit peu de cette contrainte là d'exigence. Et ben moi personnellement, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. C'est une réflexion personnelle que je me suis faite et qui m'a aidé qui m'a beaucoup aidé avec moi-même. Hein. J'ai pas certainement que ça existe dans les autres sports. Hein. C'est en psychologie sportive. Je pense que l'indulgence, elle est importante. Elle est développée elle est développée comme toute autre partie de la psychologie. Mais bon, moi, je l'ai un peu découvert par moi-même. Voilà, en gros, ça se limite à ça. À l'époque où j'ai joué ces finales-là, les premières finales que j'ai jouées, je les ai perdues. J'en ai perdu deux en fait avant. J'ai gagné mon premier titre après avoir perdu deux fois. J'avais perdu une première fois contre Brahim au 47-2 l'année d'avant. J'avais fait un très bon championnat, mais pas fait de points du tout contre Brahim. Deux reprises, ça avait fait 15 points, je crois. Et la partie avec Frédéric Caudron, où j'avais perdu aussi sévèrement. J'avais un peu plusieurs reprises, mais j'avais fait des erreurs monumentales et j'avais pas fait de points. La troisième finale que j'ai jouée, je l'ai jouée avec Patrick Nissen. Il était moins fort à cette époque-là que les adversaires précédents. Et là, je me suis dit, simplement, si tu fais pas de bêtises, tu vas gagner. C'est la seule chose que je me suis dit. Ne fais pas de grosses bêtises et ça va aller. C'est exactement ce qui s'est passé. Même si à la fin, c'était un peu tendu, parce qu'on veut que ce soit fini. Bon, bref. J'ai pas été conseillé non plus dans les deux finales que j'avais perdues. Tu es tout seul, tu joues avec tes copains, tu vas jouer la finale, et puis ça va très vite. Hein. C'est long sur la chaise, mais en fait, ça va très vite. Et oui, après analyse, je me suis rendu compte que j'avais perdu ces deux finales par trop d'exigences. J'avais mis la barre trop haut. En fait, ça marche pas non plus, parce que si tu veux trop bien faire, ben ça ne fonctionne pas. Non, parce que si tu veux, j'ai pas, moi j'ai fait part de mon expérience. J'ai fait part de ce que j'ai vécu. J'ai pas transposé ce que j'ai appris à travers des bouquins. D'abord, j'ai peu appris avec les bouquins, mais je n'avais pas lu beaucoup. Donc, je suis vraiment resté sur ce que moi j'avais fait, parce que c'est une partie dangereuse aussi, hein. Comme tout d'ailleurs. La conception, c'est dangereux, le mécanisme, c'est dangereux, tout est un peu dangereux dans le billard, parce qu'il faut, dans tout sport d'ailleurs, parce qu'il faut savoir le resituer dans l'ensemble
de la logique interne du jeu un peu, hein, et puis de savoir ce qu'il faut, sur quel point il faut réussir à approfondir. Ça, faut le laisser de côté en fonction de ses qualités propres et de son profit. Donc j'ai pas été, oui, j'ai dit à des joueurs, j'ai conseillé à des joueurs dans lesquels j'étais encadré, que j'ai encadré dans des finales, en disant parfois en donnant parfois des conseils qui se sont révélés finalement assez bons, mais c'était très succinct. C'était vraiment très succinct. Je me rappelle de la finale du championnat d'Europe avec Jérémy Bury et Jérôme Barbelion contre contre qui c'était? Contre Merckx et Eddie Lepens. Je me rappelle qu'avant la finale, Jérémy Bury m'a demandé qu'est-ce que je dois faire pour battre Merckx. Et je lui ai répondu, tu n'as pas besoin de la gagner. Tu n'as pas besoin de gagner cette partie. Il faut certainement que tu ne la perdes pas de beaucoup de points. Il faut rester au contact et tout ira et ça fera. Et j'ai été voir Jérôme Barbelion juste avant qu'il commence son match. Je lui ai dit, c'est une simple partie de billard, ni plus ni moins. Et il a gagné. Alors ça n'a peut-être rien à voir, hein, ça n'a peut-être eu aucune portée sur leur façon de faire, c'est possible. Et peut-être que ça en a eu, j'en sais rien. Il y a toujours eu des joueurs d'exception. Je pense pas que Schwartz, je pense pas que Schwartz soit plus fort que Frédéric Audron au même âge. Je pense pas que Sam Eten, c'est ça, Sam? Bon, pour moi, il est déjà un peu moins fort que Schwartz. Mais c'est pas des joueurs plus forts que Frédéric Audron ou que Francis Gretel, qui étaient pour le coup, qui ont marqué ils ont marqué leur génération en dominant avec un niveau général très relevé, parce qu'ils n'étaient pas seuls. Ça compte aussi, parce que Schwartz, il est quand même plus isolé aujourd'hui. Enfin, il est en haut du sommet, qui est quand même plus isolé que ce que n'était Frédéric Audron et Francis Gretel, à mon avis. Je pense pas qu'il soit vraiment beaucoup plus fort que les deux joueurs qu'on a nommés. Oui, mais comme l'était Frédéric Audron, comme l'était Francis Gretel, comme l'était Ludo Dielis, Francis Connaisson, peut-être encore d'autres joueurs que j'oublie, Muller, le néerlandais qui a été champion du monde, Vulting. Il m'a manqué tout ce que j'ai mis en place, je l'ai mis en place beaucoup trop tard. Je l'ai mis 15 ans trop tard. Ce que j'ai entrepris dans les années, à la fin des années 80, après avoir vu Marty, j'aurais dû le mettre en place à la fin des années juniors, à 20 ans, 21 ans. Mais on a été, d'une certaine manière, on a été un peu victime de ce qu'on nous a appris aussi, hein. C'est-à-dire que, à part Marty qui parlait vraiment, Marty parlait de la compétition, il était assez ouvert là-dessus, parfois. Des fois, il était fermé, il n'en parlait pas. Mais des fois, il en parlait et bon. Mais les autres, Francis Connaisson, on parlait pas de ça, quoi. Francis Connaisson, il disait, voilà, il y a de la conception, il y a de la maîtrise, et puis
on n'en parle plus. C'est pas comme ça que ça marche. Et donc ça c'est un regret. Ça, c'est un regret, oui. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de... Voilà, on n'en parlait pas non plus à cette époque-là, donc... Je dis aujourd'hui, dans les conseils que je donne aux gens, parce que aux gens qui jouent au billard, qui veulent prendre un peu de leçons avec moi, il faut noter quand même quelque chose, c'est que la majorité des joueurs de billard, ne progressent plus. La majorité des gens qui jouent sont des gens qui jouent depuis assez longtemps, qui ne progressent plus. Et donc, le message, c'est pas de leur dire vous allez progresser. De toute façon, ils ne progresseront pas. Mais le message, c'est de leur dire vous essayez de trouver un meilleur sens à votre pratique, un meilleur intérêt. De toute façon, parce que quand vous rentrez chez vous, après avoir une séance d'entraînement ou de match, vous ayez un sentiment meilleur sur ce que vous avez fait, sur le plaisir que vous avez extrait de votre pratique, avec l'effort que vous avez pu produire, la réflexion, des choses comme ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a manqué. On me l'aurait dit plus tôt, j'aurais peut-être progressé différemment. Après, il y a aussi le degré passionnel. Hein. C'est Roger Conti m'a dit un jour, tu seras champion du monde. Et immédiatement après, il m'a dit, le problème c'est que tu n'aimes pas assez ça. Tout est dit d'une certaine manière. C'est un peu vrai. Hein. C'est-à-dire que bon, voilà, le billard c'est une chose, et puis non, j'ai pas non plus engagé tout ce que j'aurais pu mettre pour y arriver davantage non plus. Hein. Ah oui. Fondamentalement, c'est de garder toujours de garder le plus de plaisir quand je joue. En mettant de côté la performance, parce que je sais très bien qu'elle ira en diminuant. Je ne referai plus ce que j'ai fait. Même si par moment, comme la saison passée, j'ai très bien joué au championnat de France, au championnat de France par équipe. J'ai très bien joué à la finale à Douarnenez. Au 71-2, j'étais vraiment très content d'avoir réussi ça. Mais je sais dans le même temps que c'est éphémère et que ça peut pas s'asseoir sur le long terme. Donc je suis obligé d'accepter le fait que je joue moins bien, que je suis moins fort, que je vais perdre des parties et tout ça. Mais ce que je veux pas, c'est que je ne veux pas que ça se décline par de la frustration. J'aimerais pas. Donc je veux continuer à jouer et à trouver du plaisir comme je le fais maintenant. Donc là, effectivement, c'est pas tout à fait juste parce que même si je sais que je ne ferai plus ce que j'ai fait, j'évite de redécoller trop vite en essayant de m'entraîner peut-être pas mal. Hein. C'est-à-dire que je joue 2 fois par semaine ici au club de Saint-Maur, plusieurs heures. Voilà, et puis j'essaye de garder un niveau de jeu le plus haut possible, on va dire, avec les difficultés qui sont liées à mon âge, tout simplement. Hein. C'est pas très grave. Voilà, j'ai du plaisir à m'entraîner, j'ai pas le sentiment de faire n'importe quoi. Je rentre chez moi, je suis content. C'est important. De se dire, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était bien, même si j'ai pas réussi à performer, certaines choses que j'ai réussi à mettre en place, à mettre en œuvre, à réaliser. Donc c'est bien. Voilà. Après, si ça se décline par des performances, tant mieux. Mais bon, je me fais pas trop. C'est pas essentiel.
faut pas que ce soit essentiel d'ailleurs. C'est une question complexe, hein. C'est une question complexe parce qu'il y a dans le jeu de série, c'est qu'une spécialité du carambole, hein. C'est pas le jeu de série qui a décliné, c'est le carambole qui a décliné. En tout cas en France et dans les pays européens. Bon. Et ça vient, à mon sens, ça vient du fait, il y a plusieurs facteurs, mais il y a aussi le fait que il n'y a plus aujourd'hui dans l'encadrement d'aujourd'hui chez les jeunes, il n'y a plus la recherche du goût de l'effort. Il n'y a plus ça. C'est-à-dire qu'on encadre des jeunes en essayant de leur proposer une pratique la plus accessible possible avec le moindre effort. Et l'activité billard ne correspond pas à ce truc-là. Ça ne marche pas. Et ça, on le paye très très cher parce qu'aujourd'hui, la France est probablement le pays d'Europe où il y a le plus de jeunes qui jouent au billard. Probablement. Et dans le même temps, les niveaux atteints par la population des moins de 21 ans est catastrophique. Parce qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas ce message que nous on a reçu, ce message d'effort, d'entraînement, de recherche de perfectionnement, ça n'existe plus. Ça, c'est aussi un phénomène d'époque, hein, c'est-à-dire que là, on fait plus la même chose maintenant qu'avant, on fait plus les choses de la même façon. Ça vient aussi que l'encadrement s'est développé en termes de nombre, mais pas forcément en termes de qualité. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant l'époque de la municipalisation des clubs, où la pratique se faisait dans les cafés, il y avait d'abord un premier filtre, c'est-à-dire que fallait pouvoir entrer dans un café, il fallait pouvoir regarder le billard et pouvoir comprendre que c'était quelque chose qui nous plaisait. C'était la première étape. Et la deuxième, c'était tout de suite relayé par des gens qui étaient intéressés pour nous faire progresser, qui nous conseillaient, et des joueurs d'assez bon niveau, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, l'encadrement, il est majoritairement fait par des animateurs de clubs dont le niveau technique est extrêmement faible. Donc ils peuvent pas véhiculer un message de performance, de subtilité qui existait davantage à notre époque. Voilà. Après, il y a effectivement d'autres facteurs comme le développement du 3 bandes mais en Europe, je ne sais pas si ça se développe beaucoup, un petit peu, mais pas énormément. On constate un gros essor en Asie, mais pas forcément en Europe. Mais oui, effectivement, le 3 bandes attire davantage les jeunes aujourd'hui, ceux qui sont bons, parce qu'il y a un petit peu plus d'économie, on va dire, dans le 3 bandes que dans les jeux de série, où là, il y a vraiment rien, quoi. Voilà, la disparition des championnats du monde contribue aussi à la dégradation du niveau des jeux de série aussi en Europe, certainement. Alors, je connais pas les détails précis, mais je sais que c'est une décision qui a été prise au sein d'un comité ou d'une assemblée générale ou d'un comité directeur de l'Union mondiale de billard, qui a proposé de supprimer les championnats du monde des jeux de série, avec un bémol, hein, j'ai une incertitude, je crois que le championnat du monde de la bande pour la bande existe toujours. Non? C'est sûr? Bon,
Voilà. Et malheureusement, cette décision a été votée par la fédération ou les représentants présents. Ça a été catastrophique. Parce que là, non seulement les joueurs ont perdu un repère important, parce que l'organisation la participation à un championnat du monde, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein, c'est quelque chose d'unique, surtout quand c'est la première fois. Mais même, c'est un événement. D'ailleurs, on le voit bien. Moi, lorsque j'ai accompagné les joueurs français dans les championnats du monde, on voit bien que l'événement surmonte, si vous voulez, si tu veux, tout ce que surmonte le fait que la majorité des joueurs de très haut niveau sont là depuis très longtemps et pourraient être pas fatigués, mais pourraient être un petit peu, je trouve pas le mot. Et ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on voit toujours les joueurs comme Gaudron, Zanetti, Blondal, ils jouent toujours avec la même passion un championnat du monde parce que c'est un championnat du monde. Donc forcément, en le supprimant, on a un peu brisé la passion des joueurs de série, au moins en Europe, avec une dégradation du niveau. Voilà, les joueurs ont arrêté, ils ont vieilli, et puis une absence de relève catastrophique, quoi. Parce que là, pour le coup, il n'y a plus personne, quoi. C'est la même chose. La même chose. Les CMT avaient un avantage extraordinaire, c'est que tout le monde pouvait les jouer. C'est formidable. Donc il y avait une ouverture. Il y avait une ouverture européenne, surtout pour tous les joueurs licenciés pouvaient jouer ce championnat. En plus, il y avait un système des tâches, c'est-à-dire que tu jouais les qualifications, tu jouais à ton niveau. Puis à un moment donné, tu rencontrais les joueurs plus forts, tu te faisais éliminer, comme dans les World Cup. C'est exactement le même principe. On les a supprimés parce que, probablement aussi pour des difficultés, par difficulté d'organisation, hein, c'est-à-dire que ça coûte de l'argent, il y en a moins. Il y a moins d'organisateurs aujourd'hui, de la même manière que la décision de suppression des championnats du monde aux jeux de série coïncide aussi probablement avec les difficultés à trouver des organisateurs pour le 3 bandes. On n'en parle pas, mais c'est peut-être lié aussi. Parce que le 3 bandes ne trouve pas autant d'organisateurs que ça. Hein. C'est pas vrai. Hein. Et donc ça, c'est le fait de passer de ces CNT qui, enfin pour moi, je garde vraiment un très très bon souvenir de ces championnats-là, parce que quand on arrivait là-dedans, on avait des joueurs moins forts, des joueurs plus forts, des joueurs qui progressaient, et puis c'était vraiment super super sympa. Et le règlement des nouveaux championnats d'Europe est à mon avis n'est pas satisfaisant, puisque les fédérations n'ont même plus un pouvoir suffisamment important pour désigner les joueurs qui vont y jouer. Hein, donc, toi, tu as de la chance d'être suisse et de pouvoir rejouer facilement un championnat d'Europe en remportant un team national, d'accord, parce que tu auras une place. Mais si tu étais accompagné de plusieurs joueurs de ton niveau, le retour en niveau international, pour toi, serait beaucoup plus difficile. C'est le cas pour moi, par exemple. Moi, si je joue un championnat d'Europe au 71-2, je peux toujours courir, quoi. C'est pas uniquement le fait de jouer plus vite. C'est aussi le fait de mieux jouer. Schwartz a gagné le championnat, l'épreuve au 71-2 qui a été gagnée par Schwartz. Il a joué plus vite parce qu'il a mieux joué.
Et en ce sens, c'est bien. Il n'a pas joué. Évidemment, il jouait plus vite parce qu'il était plus près, d'accord, mais c'est parce qu'il était plus près qu'il a pu jouer plus vite. Et je trouve que c'est une formule très élitiste, parce que moi j'en ai joué une et je sais ce que c'est, et c'est très dur. C'est pas une formule qui s'adapte à tous les profils sportifs, notamment le mien. Je me suis pas senti très à l'aise dans cette épreuve-là, où j'étais pas très entraîné, mais même au-delà de ça, parce que je suis un joueur plutôt qui est assez lent, qui a besoin de jouer à son rythme, mais ça m'a un petit peu perturbé. En revanche, je pense que pour des jeux comme la partie libre ou le 47-2, ça peut être très 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 bien, à condition de pouvoir trouver des niveaux de performance, des profils de joueurs qui correspondent à cette formule. Et on a vu aussi que l'intérêt que pouvait avoir cette épreuve dans le fait de voir jouer des joueurs de façon spontanée, rapide, agréable, comme Schwartz, mais aussi comme le meilleur exemple, c'est Willy Gérimon, qui a réussi à en gagner un, alors que quand il joue normalement, il est plutôt ouais, c'est pas très plaisant à voir jouer, quoi. Alors que quand il a joué ce truc-là, c'était magnifique. Il jouait bien, il jouait vite, et il a gagné. Que demander de plus? Non, c'est quelque chose qu'il faudrait repenser, qu'il faudrait recréer, qui pourrait peut-être intéresser. Mais le problème de fond, c'est qu'on on n'a plus de matière, quoi. On n'a plus de joueurs maintenant. Il n'y a plus de jeunes joueurs. Donc c'est ça qui tue. Le titre de champion d'Europe au 47-2 m'a donné beaucoup de satisfaction. Comme un aboutissement, hein. C'est-à-dire que tu dis, bah ouais, j'ai réussi à gagner. Donc ça m'a procuré un plaisir vraiment très, très intense, mais pendant très peu de temps. Vraiment, ça a duré, ça n'a pas duré une minute, hein. C'est vraiment quelque chose de très, très éphémère, très fort et très éphémère. Après, il y a eu j'ai eu d'autres satisfactions, notamment dans les championnats où j'ai le sentiment d'avoir bien joué, d'avoir franchi un palier. Ce qui n'a pas été le cas au 47-2. Quand j'ai gagné au 47-2, j'ai bien joué, mais c'était pas un championnat exceptionnel pour moi. Bon, c'était très bien, hein, mais c'était pas quelque chose j'avais déjà fait aussi bien, quoi. Et il y a eu des championnats, le championnat de 4-71-2 à Brno, par exemple, où j'avais fait troisième, j'étais vraiment content. J'avais fait 60 de moyenne, je crois, sur le tableau final, ou un truc comme ça, au 71-2. Ça a été un. Donc il y a pas qu'un souvenir, il y a pas mal de bons souvenirs, quoi. Donc, le titre de champion d'Europe au 47-2 en fait évidemment partie, mais il est pas le seul, et je suis pas sûr de pouvoir vraiment les classer. Le championnat Mataro aussi, pour moi, c'était un très beau championnat pour moi, où je n'ai pas gagné, mais c'était un très très bon souvenir. Voilà, au jeu série, ce sont les meilleurs souvenirs que j'ai. Au niveau national, j'en ai pas. Le pire souvenir, c'est peut-être la finale du championnat du monde 71-2 perdue avec Frédéric. C'est c'est peut-être le moment où c'est peut-être le match où qui m'a fait le plus de mal. Après, vraiment, pas sur le fait de l'avoir perdu. Le fait d'avoir perdu avec Frédéric Gaudron n'est pas un déshonneur, mais sur la manière, c'est-à-dire de ne pas défendre ses chances plus que ça.
Voilà, vraiment d'aller vraiment à l'abattoir. Autant avec Brahim, j'avais perdu, j'avais pas fait de point du tout l'année précédente. J'avais perdu 300 à 12 à 15 en deux reprises. Donc j'avais pas fait de point du tout. Mais j'avais pas eu d'occasion non plus. Donc un peu comme avec toi à Motaro. J'ai eu une occasion, mais j'ai eu tout de suite un petit engrenage qui m'a fait, j'ai raté. J'ai pas de regret, j'ai pas de regret vraiment dans cette partie, alors que j'en ai vraiment dans la partie perdue avec Frédéric, où là j'ai eu deux occasions franches que j'ai pas pu exploiter davantage. Ça, vraiment, ouais, ça m'a vraiment marqué. Puis après, il y a aussi les conversations qu'on peut avoir. Deuxième, c'est pas mal. J'étais assez infect pendant une petite période de quelques mois, je crois. Fallait pas trop m'en parler. Ah, oui, disons que la première pensée, elle vient vers toi parce que je trouve que tu fais un travail remarquable. Pas seulement sur les interviews, tu apportes vraiment quelque chose de nouveau à travers le site internet que tu as créé les interviews que tu as réussi à faire avec des joueurs de très bon niveau. Donc ça c'est vraiment quelque chose à la fois de nouveau et puis en tout cas j'espère que ça va vraiment continuer pour toi. Voilà, et puis après sur le billard, ben, j'espère qu'on va retrouver un petit renouveau, on va dire, dans le carambole en Europe. Mais c'est pas gagné. Mais je continue à l'espérer encore. En tout cas, on est peut-être les derniers messagers, je dirais. Après nous, il n'y aura plus grand monde. Et ça va venir vite parce que l'âge moyen, même au jeu de série dans le haut niveau français, il est quand même relativement élevé aujourd'hui. Donc, on n'en a plus pour très longtemps. Il faut se motiver. C'est ton casse-croûte. Non, c'est un monsieur. Il est prévoyant. Hein. Très prévoyant. Fais gaffe, on est filmé. Oh merde. Si c'est toi, elle dira rien.